Retour à l'essentiel, c'est l'heure dont on va plus loin à présent avec Alban Mikosi, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban. Bonsoir Raphaël. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonsoir Antoine. Bonsoir à vous deux. Au sommaire, la Maison-Blanche manie à la carotte et le bâton face à l'Iran. Donald Trump parle de négociations directes avec Téhéran, mais des milliers de soldats américains supplémentaires seraient sur le point d'être envoyés au Proche-Orient, d'après les sources du Pentagone. Israël assume de son côté de réoccuper le sud Liban, une zone de sécurité s'étendant sur une trentaine de kilomètres à la frontière sud avec Israël jusqu'au fleuve Litanie, alors que Tsahal poursuit ses opérations contre le Hezbollah. Les autorités à Beyrouth, dans un geste de conciliation, annoncent expulser l'ambassadeur d'Iran. C'est tout de suite, on va plus loin. Comment restaurer la circulation maritime par le détroit d'Ormuz? C'est devenu la nouvelle obsession de Donald Trump, soudainement moins pressé d'exiger un désarmement total de l'Iran, encore moins un changement de régime. Les fameux buts de guerre semblent réévalués du côté de la Maison-Blanche à l'aune des conséquences préoccupantes pour l'économie mondiale de la guerre déclenchée voilà 24 jours maintenant par Washington et son allié israélien. Sont-ils d'ailleurs toujours alignés? Rien n'est moins sûr, tant Israël apparaît déterminé à poursuivre son offensive, d'autant plus que l'Iran, loin de lever le pied, continue de tirer des missiles, occasionnant déjà des dégâts supérieurs à ceux provoqués durant la guerre des 12 jours l'année dernière. Rebecca Martin. Au son des sirènes, ces habitants de Tel Aviv courent se réfugier dans l'un des nombreux abris de la ville. Ce mardi matin, cet immeuble a été fortement endommagé par une frappe de missiles iraniens. Une ogive de missile a explosé au niveau de la route. L'explosion a eu lieu au-dessus des véhicules et a creusé un large cratère. Nous estimons la puissance de l'ogive à environ 100 kg. Cette frappe fait partie de la salve lancée sur Israël ce mardi et rappelle la capacité de l'Iran à riposter après plus de 3 semaines de guerre. Téhéran aurait déjà tiré plus de 400 missiles balistiques sur l'État hébreu et continue de frapper différentes cibles dans la région, malgré les bombardements incessants menés par Israël et les États-Unis sur ces infrastructures. Il y a quelques jours, Donald Trump se félicitait notamment d'avoir entièrement détruit la marine iranienne. Depuis le début du conflit, nous avons frappé plus de 7000 cibles à travers l'Iran, principalement des cibles commerciales et militaires. Nous avons réduit le nombre de leurs tirs de missiles balistiques de 90% et leurs attaques de drones de 95%. Il ne leur reste plus beaucoup de missiles. Avant le 28 février, l'Iran disposait de plus de 400 lanceurs de missiles sol-air et de plus de 1100 canons anti-aériens, mais aussi de quelques 80 000 drones Shahed. Depuis, Téhéran a appliqué une méthode de salve sporadique sur des cibles stratégiques, lui permettant ainsi de préserver ses capacités militaires tout en épuisant les stocks de ses ennemis. Mais dans cette guerre asymétrique, son arme la plus puissante reste le blocage du détroit d'Ormuz. La simple menace à l'égard des navires qui tenteraient d'y passer suffit à bloquer le trafic maritime et par conséquent à peser sur les approvisionnements en gaz et en pétrole de nombreux pays dans le monde. Compte tenu de notre supériorité et de nos capacités suffisantes, il n'est pas nécessaire de poser des mines dans le golfe Persique et nous utiliserons tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité chaque fois que cela sera nécessaire. Outre la capacité réelle de l'Iran de continuer à riposter sur la durée, l'autre interrogation concerne l'état de ses infrastructures nucléaires et de ses stocks d'uranium enrichi, dont la localisation reste inconnue depuis la guerre éclair de juin dernier. Alban Mikosi, 2 questions sont posées à l'heure où nous parlons. D'abord celle de l'armement dont dispose toujours l'Iran et sa capacité à bloquer tout passage par le détroit d'Ormuz. Les Américains ont intérêt à négocier. Oui, la première question n'est pas facile. Que reste-t-il comme armement aux Iraniens? La vérité, c'est que personne ne le sait réellement. Donald Trump estimait la semaine dernière à 86% le potentiel des missiles qui ont été supprimés. Sur quelle base? Avec quel chiffre? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Je suis incapable de vous le dire ce soir. Ce qui est certain, c'est que les Iraniens ont encore des moyens. Les bombardements qu'ils font tous les jours le prouvent, que ce soit en termes de missiles. On a même vu passer des missiles balistiques pour la première fois depuis longtemps à destination d'Israël. Et maintenant,
cependant, l'Iran utilise aussi cette armée de drones. Les experts indépendants estiment que l'Iran a déjà envoyé plus de 4000 drones sur le territoire israélien et sur les pays du Golfe depuis le début du conflit il y a 3 semaines. Autant vous dire qu'on est incapable de dire jusqu'en combien ils en ont. Et la question du détroit d'Ormuz obsède manifestement les Américains aujourd'hui, au point de devenir même la priorité. Oui, on a presque l'impression que ça n'avait pas été anticipé. Alors forcément, ils y avaient pensé, n'exagérons rien. En tout cas, les militaires ont tous les plans qu'il faut et ça, c'est leur travail. Mais du côté de Donald Trump, on avait l'impression que le régime serait tellement à terre rapidement que finalement, il n'y aurait pas besoin de s'occuper du détroit d'Ormuz puisque de facto, tout se passerait bien. On voit que ça se passe plus difficilement que prévu, qu'il y a eu une mise en garde très ferme ce week-end de Donald Trump en disant, alors on en parle depuis hier, eh bien écoutez, vous avez 24 heures concrètement pour ouvrir le détroit d'Ormuz, sinon vous allez voir ce que vous allez voir et on va y aller de manière très forte. Finalement, manifestement sous la pression de pays du Golfe qui sont quand même en première ligne et qui sont touchés. Le Qatar, par exemple, sur ses infrastructures énergétiques, qui produit quand même 20% du gaz naturel liquéfié mondial. Donc, c'est quand même pas rien, parce qu'on parle souvent du pétrole, mais il y a aussi de ce gaz naturel liquéfié qui passe par le détroit d'Ormuz. Et donc, on recule un peu. Tout à l'heure, Donald Trump a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, oui, je confirme que nous sommes bien en train de parler avec l'Iran. Il n'y a plus personne, ils n'ont plus de leader, il n'y a plus personne à qui parler, mais on est quand même en train de parler à des gens qui comptent. Bon bref, tout ça est complètement incohérent dans la même phrase, mais en tout cas, il dit ça. Et il dit, et ils nous font un beau cadeau qui coûte énormément d'argent, sans dire quoi, ce qui est assez surprenant, lui qui aime voler la vedette et annoncer les choses. Et il y a très peu de temps, il y a moins d'une heure, eh bien, on a appris que l'Iran a envoyé une lettre aux membres de l'Organisation maritime mondiale en disant que désormais, les navires non hostiles, je cite, eh bien, de ces pays membres pourraient transiter par le détroit d'Ormuz, ce qui correspond à une réouverture au moins partielle, en tout cas, c'est sans doute cela qu'il appelle le très gros cadeau lié aux hydrocarbures. Exactement. Dans le même temps, le Wall Street Journal lui indique de sources internes au Pentagone que 3000 soldats supplémentaires américains seraient prêts à être envoyés dans le Golfe pour combattre et prendre d'assaut l'île de Karg, le cas échéant, ou faire pression sur l'Iran. C'est l'un ou l'autre, Alban Mikosi. 82e division aéroportée, on imagine que c'est pour manier prendre... la carotte et le bâton, c'est-à-dire qu'il dit d'un côté, moi je suis prêt à discuter, d'ailleurs je discute déjà avec les Iraniens et quelque part, s'il discute avec le régime en place, c'est qu'au fond sa volonté n'est pas de renverser le régime. Une situation à la vénézuélienne lui conviendrait parfaitement. Et puis, si ça ne fonctionne pas, alors là c'est le bâton. Il annonce des bombardements sans précédent, il annonce aussi, enfin il ne le dit pas, mais c'est la presse américaine avec des fuites du Pentagone qu'il annonce, il y a 3000 militaires américains qui sont en route vers les positions du Golfe. Alors, de toute façon, on les a vus partir en bateau, donc il y a une certitude. Et ça tombe bien, vous allez dire, ils doivent arriver d'ici 4 jours maintenant, c'est-à-dire à la fin du nouvel ultimatum que Donald Trump a mis. Donc, je vais dire que quelque part, il donne un signe comme quoi il donne 4 jours à la négociation. Et après, on ne sait pas. Ça veut dire que Donald Trump se donne les moyens d'agir? Alors oui, maintenant, je serai encore une fois, vous me connaissez, nuancé parce qu'on nous dit tout de suite une grande invasion de l'Iran. On en est loin, c'est pas 3000 hommes qui vont pouvoir envahir un pays de cette ampleur-là. La 82e division aéroportée, c'est une unité d'élite. C'est eux qui avaient sauté sur Utah Beach en 44. C'est eux qui étaient à Fallujah en Irak en 2003, puis dans le sud, de l'Afghanistan. Donc vraiment dans les points chauds, c'était une unité d'élite qui peut se déployer très très vite partout aux 4 coins du monde, officiellement en moins de 24 heures. On voit que là, manifestement, c'est un petit peu plus longtemps, mais c'est peut-être pas non plus l'urgence d'intervenir en 24 heures. En revanche, ça peut être sur une opération ciblée et précise. Mais attention, à partir du moment où on commence à mettre des bottes sur le sol, les boots on the ground, comme disent les Américains, jusqu'où ça va? Parce que si elles sont prises pour cible, vous êtes obligé de rester et de riposter pour pas paraître perdre. Donc c'est aussi prendre un risque que pour l'instant Donald Trump ne voulait pas. Donc il y a en effet, je suis totalement d'accord, la carotte et le bâton, c'est aussi un jeu dangereux pour les Américains. Il faut faire attention. Maintenant, l'idée qui fuite en effet, ce serait de prendre d'assaut l'île de Karg, qui concrètement, c'est par là que passent 90% des exportations d'hydrocarbures de l'Iran. Qui est en difficulté de ce côté-là parce qu'il y a beaucoup de sanctions, mais il y a quand même du pétrole qui part d'Iran, et donc pour asphyxier un petit peu le régime et les contraindre à une négociation ou à une reddition. Au sein des partenaires de l'Américain, on s'inquiète, la situation constitue un nouveau choc pétrolier mondial, estime le ministre français de l'économie Roland Lescure. Et puis, comme en écho, Berlin annonce que la reprise économique allemande est compromise si la guerre dure. Les États du Golfe ne sont pas au reste, qui sont en première ligne. La pression s'accentue sur Washington.
Oui, et il y a la pression des États et puis il y a la pression du monde des affaires. Le monde des affaires fait passer des messages à Donald Trump. On a bien vu d'ailleurs que lorsqu'il a pris la parole hier, vous avez remarqué, c'était juste avant l'ouverture de Wall Street, un quart d'heure avant l'ouverture de Wall Street. Ce qui fait dire d'ailleurs à d'aucuns car quelques-uns de ses amis ont pu s'enrichir assez largement sur ces opérations. En tout cas, très clairement, il est sensible à l'opinion des industriels américains, mais il est aussi sensible à l'opinion publique américaine. Qu'est-ce qu'elle remarque, l'opinion publique américaine? C'est que le prix de l'énergie, le prix des pétroles, a pris 20%, entre 20 et 30% selon les produits, en 3 semaines. Certes, ça reste beaucoup moins cher qu'en France, mais ceci posé... c'est pas ce que les gens font. Les gens, ils font une comparaison par rapport à la situation qu'ils vivaient avant. 20 à 30% d'augmentation, c'est considérable. Et ça, les Américains risquent de lui faire payer aux prochaines élections. Donc, il est sensible à la pression des industriels, à celle de ses futurs électeurs, et évidemment à celle des pays qui sont directement confrontés, comme les pays du Golfe, qui étaient des alliés fidèles de l'Amérique et qui lui font passer un certain nombre de messages sur le thème « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» C'est ça le risque, en fait, au-delà, bien sûr, des morts tragiques, d'ailleurs en Iran ou au Liban, et également des victimes en Israël et dans les pays du Golfe, c'est le véritable risque d'un krach mondial aujourd'hui, Antoine Mariotti. Oui, puis pour quelqu'un comme Donald Trump qui se prétend être un as de l'économie, je ne jugerai pas si c'est le cas ou pas, mais forcément si le résultat était un choc pétrolier qui dure avec une économie du coup en berne, et je rappelle quand même que pour tout le monde, en France comme aux États-Unis et en Asie par exemple, le prix à la pompe est devenu quand même très problématique, donc ça ne peut pas durer sur une période trop longue parce que sinon ce serait politiquement difficile, notamment pour Donald Trump. Je rappelle qu'on est en période électorale aussi aux États-Unis qui s'ouvre, le vice-président qu'on n'entend pas beaucoup parce que même si officiellement il est impliqué dans les négociations, parce qu'il est plutôt opposé à cette guerre-là, il a fait tout un tour de différents États récemment pour préparer cette campagne de mi-mandat aux États-Unis qui aura lieu en novembre et Trump joue beaucoup parce que si le Congrès bascule du côté démocrate, il a plus ou moins les mains liées jusqu'à la fin de son mandat, donc ça change tout. Et avec le risque d'ailleurs, et il le dit à ses propres conseillers, si les démocrates l'emportent, ils vont me destituer. Donc il y a aussi ça qui est dans le mantra Trump, et donc forcément le risque économique, lui ne veut pas apparaître comme étant celui qui aurait affaibli l'économie, au contraire comme celui qui la renforce. Donc là, c'est problématique pour lui. C'est pour ça aussi qu'il s'active énormément sur le sujet. Mais bon courage pour régler tout ça assez facilement. Alors en Israël, quand on dit la population, Stéphane Amar, il y a à la fois le coup faramineux de cette guerre et puis les dangers immédiats liés à ces missiles balistiques. On veut poursuivre l'offensive malgré les risques. Oui, la population reste très favorable à cette opération qui est jugée presque existentielle aux yeux de très nombreux Israéliens parce que l'Iran, avec la bombe nucléaire, ce serait la menace qui pourrait se concrétiser, cette menace d'extermination qui est brandie par les mollahs depuis maintenant plusieurs décennies. Alors le gouvernement reste derrière, le peuple reste derrière son gouvernement dans cette guerre, même si ces derniers jours ont été très difficiles en Israël, car il y a eu des explosions d'une ampleur que l'on n'avait pas vue depuis le début de la guerre, depuis cette explosion à Beth Shemesh au deuxième jour de la guerre. Il y a eu de très fortes explosions, on s'en souvient, samedi dernier à Arad, à Dimona, un site très stratégique, et puis aujourd'hui même à Tel Aviv, où un quartier d'habitation a été très durement touché. Alors on ne sait pas bien si c'est par des fragmentations ou alors un tir direct. Les autorités sont assez floues sur le sujet. Mais en tout état de cause, ce qu'on constate ici, c'est que l'Iran, après plus de 3 semaines de conflit, conserve une véritable capacité de nuisance, une capacité à envoyer des missiles au cœur d'Israël. Oui, Israël qui assume d'ailleurs désormais publiquement chercher à s'emparer d'une bande de territoire, cette fois au Liban, dans le sud du Liban, jusqu'à sa frontière. Vous restez avec nous, Stéphane. Voyez d'abord le sujet de Ludovic de Foucault. Ils sont nombreux dans la communauté internationale, Paris en tête, à avoir mis en garde Israël contre une intervention terrestre au Liban. Mais face à la menace du Hezbollah, le ministre de la Défense de l'État hébreu annonce un plan pour contrôler une zone qui s'étend de la ligne bleue, la frontière entre Israël et le Liban, jusqu'au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord. L'armée israélienne manœuvre en territoire libanais pour s'emparer d'une ligne de défense. Des centaines de milliers d'habitants du sud du Liban, évacués vers le nord, ne retourneront pas au sud du Litani tant que la sécurité des habitants du nord ne sera pas garantie.
Les 5 ponts sur le Litani utilisés par le Hezbollah pour transporter des terroristes et des armes ont été détruits. Et Tsahal contrôlera les autres axes routiers dans la zone de sécurité jusqu'au Litani. Le principe est clair, s'il y a terreur et roquettes, il n'y aura plus de maisons ni d'habitants et Tsahal restera à l'intérieur. Israël accuse le Liban d'avoir promis de désarmer le Hezbollah mais de n'avoir rien fait. Face à la puissante milice chiite inféodée à la République islamique d'Iran, Beyrouth semble en effet démunie. Ce mardi, le ministre libanais des Affaires étrangères a pourtant décidé d'expulser l'ambassadeur d'Iran, le déclarant persona non grata et lui donnant jusqu'à dimanche pour quitter le pays. Rejoignant ainsi l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, qui ont déjà pris des mesures semblables. Dimanche, Beyrouth a aussi accusé les gardiens de la révolution iranienne de diriger illégalement les opérations militaires du Hezbollah contre Israël depuis le Liban et annoncé interdire leurs actions sur le territoire national. Mais tout cela n'aura pas suffi à dissuader l'armée israélienne de lancer une intervention terrestre dans le sud du pays au Cèdre. Une décision susceptible de rassurer Israël, Stéphane Amar. Oui, elle a été extrêmement bien reçue, cette décision ici en Israël. Le président de l'État, qui est un centriste, qui n'a guère de pouvoir, mais qui représente une partie très importante de l'opinion, a dit qu'il s'agissait d'une révolution. Il était extrêmement enthousiaste à l'idée de mener des négociations avec le Liban. Ce serait la meilleure hypothèse et d'ailleurs sans doute l'un des buts de cette guerre au sud Liban et dans la banlieue sud de Beyrouth menée par Israël, c'est de forcer le gouvernement libanais à se débarrasser réellement cette fois-ci du Hezbollah et à conclure un accord de paix, une normalisation avec Israël, ce qui résoudrait les problèmes de sécurité d'Israël et changerait complètement la donne géopolitique de la région. Merci Stéphane Amar en direct de Jérusalem pour France 24. Alors sans surprise, le Hezbollah lui fustige la décision du gouvernement libanais d'expulser l'ambassadeur d'Iran, Alban Mikosi, de quoi redonner une motivation supplémentaire au Hezbollah pour faire cavalier seul ? Alors c'est compliqué la situation du gouvernement libanais parce que le Hezbollah représente un parti politique fort. Il y a plus de recensement depuis le dernier recensement au Liban a été fait par les Français. Donc vous voyez, c'est à l'époque du protectorat, donc ça date un peu. Mais les experts estiment qu'il y a à peu près 40% de la population qui est d'origine chiite. Dans ces 40%, une partie non négligeable soutient le Hezbollah, qui a même des élus au Parlement. Le Hezbollah, il fait partie de la vie politique libanaise. Maintenant, le problème du Hezbollah, c'est qu'il prend très souvent ses ordres en Iran, et qu'à partir de là, on se pose la question, les Libanais se posent la question de savoir si le Hezbollah, en réalité, ne représente pas les intérêts de l'Iran bien davantage que les intérêts des habitants du sud Liban. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est à coup de bombardement que les Israéliens vont faire changer d'avis les Libanais chiites qui soutenaient le Hezbollah ? Évidemment, non. L'idée d'Israël, comme on l'a compris, c'est de créer une espèce de zone tampon qui ferait une trentaine de kilomètres au sud du fleuve Litani pour empêcher les tirs de roquettes. Donc ça veut quand même dire déplacer des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de partir, pas toutes, mais la plupart sont parties, couper les ponts sur le fleuve Litani, c'est ce qu'ils ont fait, et empêcher les personnes d'y revenir, et ensuite raser les villages. Voilà l'objectif qui semble défini par l'armée israélienne. Avec quelle garantie de réussite ? Rien n'est certain. On se rappelle que la dernière fois que l'armée israélienne était rentrée au sud Liban, elle est restée pratiquement une vingtaine d'années et elle a dû repartir à cause de la pression notamment du Hezbollah. Antoine Mariotti, Beyrouth avait accusé précédemment les gardiens de la révolution iranienne de diriger les opérations du Hezbollah contre Israël depuis le Liban. Cela justifie l'ampleur de l'offensive israélienne ? C'est un sujet assez délicat parce que on parlait des négociations potentielles. La France pousse beaucoup pour ça, pour qu'il y ait des négociations directes entre Libanais et Israéliens. Et en effet, ce serait une très bonne nouvelle pour la paix, pour tous ceux qui aiment la paix, qui la souhaitent, pour les Israéliens comme pour les Libanais, si enfin ces deux pays qui se déchirent depuis tant d'années pouvaient trouver une solution sur le long terme. Donc ce serait une très bonne chose. Joseph Aoun, le président du Liban, s'est dit complètement prêt à le faire. Et donc maintenant, on verra si c'est le cas. Jusqu'à présent, Israël avait dit non quand même, très clairement aux Français. Donc on verra jusqu'où ça va. Le problème, c'est que même si vous avez cet accord entre le gouvernement actuel libanais et Alban rappelait très justement que le Hezbollah est également un parti politique très puissant et que politiquement parlant, il n'y a quand même rien qui ne se fait aujourd'hui au Liban sans l'accord du parti politique du Hezbollah aussi, parce qu'il est très puissant et qu'il a même été renforcé par les nombreuses frappes et la dernière guerre israélienne au Liban parce qu'ils se sont sentis attaqués. Donc certains ont fait au contraire bloc derrière le Hezbollah. Donc tout ça est compliqué parce que même si vous avez cet accord avec le
le gouvernement libanais ou avec Joseph Aoun. Le Hezbollah, lui, n'est pas d'accord. Et c'est bien le Hezbollah et pas le gouvernement libanais ou l'armée libanaise qui est une menace pour Israël et donc qui peut potentiellement tirer des roquettes ou autre. Donc c'est un vrai souci. C'est vrai que le Hezbollah, contrairement à ce que l'on dit du Hamas, prend ses ordres directement de l'Iran. L'Iran est un soutien du Hamas mais n'ordonne pas au quotidien ce qu'ils ont à faire. Il y a quand même une certaine autonomie aussi au Hezbollah, mais c'est quand même un lien beaucoup plus direct et c'est l'enfant, très clairement, de l'Iran et des gardiens de la Révolution. Donc il y a un vrai danger là-dessus. Le problème, c'est d'arriver à éradiquer la puissance militaire du Hezbollah. Et ça, même s'ils occupent 30 km au sud du Liban, outre le fait que c'est encore occupé un pays étranger, que ça pose quand même des problèmes politiques, diplomatiques, etc., c'est un problème sécuritaire pour Israël parce que vous pouvez avoir vos soldats sur place qui sont pris pour cible. Et donc, c'est quand même délicat quand vous avez des soldats qui reviennent régulièrement dans des cercueils vis-à-vis de la population. Et surtout qu'à l'efficacité, le Hezbollah n'est pas que dans ces 30 km-là. Ils sont partout. Ils sont au sud de Beyrouth. Vous arrivez à l'aéroport de Beyrouth, c'est contrôlé par le Hezbollah. Dans l'Est, ils sont présents. Donc, c'est quand même très délicat. Et cette occupation-là, elle risque aussi d'avoir des retours très négatifs pour Israël et pas que positifs. Et surtout, la finalité souhaitée, elle ne peut pas être atteinte en faisant ça. Alors, dans le discours du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, il s'agit... Mais ce n'est pas la solution magique, je tiens à préciser. Il s'agit de permettre de sanctuariser le nord d'Israël en contact direct avec ce sud Liban, donc de permettre de faire revenir les populations israéliennes qui avaient été déplacées au début de cette offensive. Et pour ce faire, eh bien, Israël Katz dit vouloir suivre le modèle de Rafah et de Beit Hanoun à Gaza, des villes qui ont été, donc à la fois dans le nord et dans le sud, ravagées par plus de 2 ans de guerre. Israël est prêt à provoquer une crise humanitaire comparable à Alban Mikosi ? Alors, toute proportion gardée, parce que comparaison n'est pas raison. L'objectif, c'est effectivement de créer un no man's land, parce que les roquettes Katyusha, la plupart, pratiquent entre 30 et 50 km de profondeur. Donc, on va dire que si vous faites reculer les armes du Hezbollah de 30 à 50 km, vous permettez à votre population de revenir dans les villages du Nord. Une fois qu'on a posé ça c'est formidable sur le papier. La réalité, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Elle est celle d'un mouvement Hezbollah qui est inséré profondément dans la population. Elle est celle, non pas de milliers, mais de centaines de milliers de roquettes et d'armes différentes. Et le problème, c'est que l'armée libanaise n'est pas assez puissante et en plus n'est pas certaine de pouvoir faire le travail. Pas certaine parce que dans l'armée iranienne, dans l'armée libanaise, il y a aussi des soldats qui sont d'origine chiite, qui n'ont pas forcément envie de désarmer le Hezbollah. Et deuxièmement, parce qu'aujourd'hui, l'armée libanaise, elle est moins forte que le Hezbollah. C'est d'ailleurs tout le problème, c'est que Joseph Aoun demande aux pays européens, mais aussi à Israël, d'autoriser l'acquisition de matériel militaire de qualité par l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Oui, mais Israël ne veut pas, parce qu'armer fortement l'armée libanaise fait courir un risque éventuel si elle se retournait contre Israël. Donc vous voyez qu'il y a une situation qui est complexe et la sortie de crise, moi je ne la vois pas tout de suite. Avec un risque potentiel, en tout cas sur le papier, de guerre civile, si vous partez sur ces affrontements-là. Et malheureusement, le Liban a déjà vécu ça avec le drame que l'on connaît. Donc il faut espérer qu'on n'en arrive pas là, et je ne dis pas qu'on y arrivera forcément. Mais si on forçait finalement l'armée libanaise à s'en prendre militairement, comme elle dit qu'elle va le faire, au Hezbollah pour le désarmer, elle n'y arrivera pas seule, donc il va falloir l'aider. Qui va y aller ? Des soldats français ? Des soldats italiens ? C'est une vraie question. Parce que seuls, comme ça a été rappelé, et comme je l'ai dit aussi, ils ne peuvent pas y arriver. Ils n'ont pas les moyens. Même si le Hezbollah, rappelons-le, a quand même été affaibli par la guerre qu'il a subie face à Israël, mais les 30 km ne suffiront pas. Et par les changements en Syrie, puisque les armes ne traversent plus la Syrie. En Iran, clairement, très clairement. Mais ils ont aussi des armements qui permettent de frapper depuis bien au-delà des 30 km. La France exhorte Israël à s'abstenir. Elle a encore des leviers au Liban, un pays dont nous sommes historiquement proches. Alors, quand même un peu. Ouais. Et il faut comprendre que la France, elle parle à tout le monde. La France, elle parle évidemment au gouvernement de Joseph Aoun. Elle parle au gouvernement de Benjamin Netanyahou, même si parfois le dialogue est rugueux, on va dire ça comme ça. Et elle parle aussi aux élus politiques du Hezbollah. Alors, il ne faut pas faire trop de différentiel entre les élus politiques et la branche militaire du Hezbollah, mais enfin, la France arrive à faire passer des messages. Avec quel résultat ? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est la France, le seul État qui se propose de le faire, avec Chypre. Et les bonnes volontés dans cette affaire peuvent être importantes à la fin. Marco Rubio sera en France vendredi pour une réunion avec ses homologues du G7. Il
peut être sensibilisé sur cette question, d'après vous, Antoine Mariotti ? Il va sans doute l'être. Jean-Noël Barrot, qui est donc le chef de la diplomatie française, sur ordre du président de la République, tente d'avoir ce dialogue direct entre Libanais et Israéliens. Il était lui-même au Liban, puis à Jérusalem il y a quelques jours pour appuyer ça sans grand résultat du côté israélien à ce moment-là, en tout cas. Ça ne veut pas dire qu'en coulisses, il ne peut pas y avoir des avancées. Il peut essayer de faire pression sur Marco Rubio pour que lui-même fasse pression sur les Israéliens pour qu'ils acceptent ce dialogue direct, essayer de trouver une solution qui satisfasse un peu tout le monde, qui serait d'arriver à neutraliser, bon an mal an, la force militaire du Hezbollah pour que ça ne soit plus une menace immédiate vers le nord d'Israël notamment, et pas que, puisqu'ils peuvent frapper un peu plus loin, d'ailleurs ils peuvent frapper jusqu'à Tel Aviv, ils en ont les capacités, mais pour autant, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce que ce sera leur priorité? Je n'en suis pas 100% convaincu, mais on verra. Il faut espérer en tout cas arriver à trouver une solution qui permette à la fois aux Libanais qui habitent dans le sud du pays et aux Israéliens qui habitent dans le nord du pays, qui vivent quand même à calvaire depuis plusieurs années, de pouvoir vivre chez eux tranquillement et sans la menace de bombardement israélien ou du Hezbollah. On comprend cette fin de semaine va être probablement riche en nouvelles concernant à la fois l'Iran et cet ultimatum fixé par Donald Trump de 5 jours et la présence de Marco Rubio en Europe pour évoquer ces questions. Merci beaucoup Alban Mikosi qui était avec nous aujourd'hui de France Télévisions et également Antoine Mariotti de la rédaction de France 24. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel et on continuera évidemment d'évoquer la situation bien sûr en Iran avec la personnalité du nouveau dirigeant de la sécurité, celui qui a remplacé Ali Larijani. C'est dans un instant.